Alors, je vais commencer par les fameux diplômes. Vous êtes certains ici à savoir que j'ai trouvé en 2014 24 diplômes de mort pour la France dans le grenier de la mairie. D'ailleurs, certains qui sont ici ont eu la chance de récupérer ceux de leurs ancêtres. Ces diplômes, voilà comment ça se présentait quand je les ai trouvés. Vous voyez, ils étaient emballés. Certains avaient été ouverts, d'autres jamais. Vous voyez, si on regarde là, voilà, on voit un diplôme du soldat Mio Alexis diplôme du soldat Mio Alexis Joseph Désiré, 13e régiment d'infanterie. Voilà, c'était comme ça que ça se présentait. Alors pour débuter, moi j'ai voulu vous faire une petite devinette. Je vais vous présenter deux diplômes qui ont été donnés à deux frères. Voilà, les frères Nuan. Alors vous pourrez voir que les deux orthographes ne sont pas les mêmes, puisque nous avons Nuan sans H et Nuan avec un H. Donc celui-ci est cité sur le monument de Tenay et Fernand est cité sur le monument de Nurel-Ferron. Ces deux frères donc, sont morts pendant la guerre 14-18. Ces deux diplômes ont été envoyés donc, à la famille. Les diplômes étaient envoyés par la préfecture à la mairie et la mairie devait les donner lors d'une cérémonie aux familles. Certains n'ont pas été donnés. On a essayé de faire en sorte de les donner nous-mêmes. Ce qu'il y a, c'est que là, sur l'écran, vous avez deux diplômes totalement identiques et pourtant différents. Il faut savoir qu'à un moment, on a été obligé de les changer. Parce qu'il y a un détail qui diffère des deux. Alors, bien sûr, on ne prend pas en compte les informations sur le mort, mais si on prend que là, il y a un détail qui diffère. Est-ce que quelqu'un le voit? Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Et bien, regardez, tout simplement, l'attribut masculin, ici, on a voulu le cacher. Parce que les familles s'offusquaient un petit peu, et donc, à partir de fin 1916, on s'est dit, on va peut-être cacher ça, là. Et pourtant, cette allégorie représente le haut relief dit du départ des volontaires de 1792, qu'on appelle aussi la Marseillaise, qui est située sur l'Arc de Triomphe. Donc là-bas, il n'est pas caché. Oui, il est plus en hauteur, ouais. mais voilà, donc dans les diplômes retrouvés, on avait les deux modèles, et effectivement, quand on regarde sur les registres d'envoi des diplômes, on voit effectivement, jusqu'à une certaine date, on a la première version, et à partir de l'autre, on a la deuxième version. Voilà, je voulais commencer par un petit truc un peu sympathique. Voici le grand diplôme, puisqu'il y avait 23 diplômes, on va dire, personnels, et il y avait le grand diplôme envoyé à la mairie, que vous pourrez voir sur la table en sortant là-bas. On l'a positionné là, qui était avec les autres. Alors il y a, que je dise pas de bêtises, 41 des 46 noms marqués sur le monument qui sont cités dessus, les 5 autres ayant eu la mention mort pour la France après la date d'envoi du fameux diplôme. Vous n'arriverez pas forcément tous à lire, et j'ai mis un zoom sur les noms, vous pourrez le regarder mieux tout à l'heure. Puisqu'on parle de diplôme de mort pour la France, on va parler d'un couple. Alors voici une photo de mariage, un beau mariage, qui a été célébré le 2 décembre 1913 à Nurel-Ferron. Et maintenant, on va voir les mariés d'un peu plus près. Voilà. Donc, il s'agit de Pierre Mériot et de Louise Momo. Et donc, quand on a fait la cérémonie pour remettre les diplômes en 2014, en discutant avec Pierre, on a parlé de ce couple et de cette Louise. De cette Louise, parce que elle s'est mariée à Pierre 8 mois avant le début du conflit. Et malheureusement, le conflit, c'est peut-être un petit peu ce qui explique aussi pourquoi autant de diplômes n'ont pas été donnés.
c'est que autour d'elle, et on s'aperçoit que c'est après au niveau de la commune, au niveau du canton, il y a eu une véritable hécatombe. Il faut savoir que son mari est mort à la guerre, qu'elle a perdu le frère de son mari, 3 des beaux-frères du frère de son mari, dont des jumeaux, 3 de ses frères, le mari d'une de ses sœurs, le mari et le beau-frère de 2 de ses sœurs, 6 cousins, un cousin de son époux. Enfin, si on relit tout ça, quand j'ai commencé l'étude, j'étais arrivé à 21 noms. 21 morts pour la France autour d'elle. Après, on a fait d'autres expositions de morts pour la France, et donc j'ai continué un petit peu mes recherches. Et l'année dernière, j'étais arrivé à 30 noms. Et avant de commencer, quand j'ai commencé à préparer la conférence, je m'y suis remis. J'en ai rajouté 9. C'est-à-dire qu'autour de cette Louise, qui en plus s'est remariée en 1921 avec un homme qui était, je dis pas de bêtises quand même, je préfère regarder mes notes, qui a eu 2 frères qui sont également morts pour la France. Et on arrive à ça. Voilà. Donc là, vous avez Louise qui est en jaune. Vous avez Pierre à côté. Donc à chaque fois, le petit X, c'est pour symboliser le mariage. Vous avez ses 3 frères qui sont morts. Pierre, il y a son frère qui est là, qui est mort. Il était marié. Sa femme, ses 3 frères sont morts. Les 3 frères de Louise, et Louise forcément, donc, avait une sœur qui s'est mariée. Son mari est mort aussi. Vous voyez, à chaque fois on arrive à relier comme ça, et là il y a 39 noms. C'est peut-être pas très très visible là, si certains veulent voir, je l'ai imprimé en A3, si certains veulent le lire. Je vais juste comme ça, je vais pas tout vous énumérer les circonstances de la mort, mais je vais juste vous donner les noms par exemple. On a Pierre Mériot, il est mort à 27 ans, il est marqué sur le monument de Muret. On a Louis Mériot, 28 ans, Murel-Ferron. Louis-Aurélien Gautron, Murel-Ferron. Jean-Baptiste Gautron, Neuilly-les-Bois. C'est les monuments que je donne en dernier. Louis-Gaston Gautron, Murel-Ferron. François Brunet, Murel-Ferron. Georges Berthollier, Murel-Ferron. Rémy Berthollier, Murel-Ferron. Georges Momo, Murel-Ferron. Adrien Momo, Murel-Ferron. Céleste Momo, Murel-Ferron. Perrin Olivier, Murel-Ferron. Auguste Momo, Saint-Civran. Henri Momo, Saint-Civran. Henri-Alfred Momo, Asnières, dans le 92, un petit peu plus loin. Louis Momo, Vigoux et Nancy. Joseph Momo, Parnac. Louis Pinson, Tenay et Lintel, dans le 51. C'est là où il est décédé. Il y avait une ambulance. Une ambulance, c'était donc un petit hôpital de campagne. Et dans la commune, là-bas, ils ont fait un monument aux morts où ils ont marqué leur mort de la commune, mais ils ont aussi marqué tous ceux qui sont morts à l'ambulance. On a ensuite Joseph Momo, non, j'avais déjà dit, autant pour moi. Alexandre Pinson, Murel-Ferron. Adrien Compère, Douady. René Compère, Migné. Léon Alexandre Giraud, Murel-Ferron. Philippe Nuhan, qu'on a vu tout à l'heure le diplôme, Tenay. Son frère Fernand Nuhan, Murel-Ferron. Désiré Margoux, Murel-Ferron. Louis Cotinière, Chitray. Antoine Chartier, Rivarennes. Eugène Carré, Ruffec. Alphonse Labelle, Murel-Ferron. Jules Labelle, Murel-Ferron. Pierre Perrin, Rivarennes et Ronay. Léon Touzé, Rivarennes. Jean Desroches, Rivarennes et Tenay. Jean Rioté, Rivarennes. Gustave Riquet, Ronay. Louis et Sylvain Mortegoutte, Rivarennes. Alphonse et Louis Tricot, Rivarennes. 39 noms. Voilà, c'était juste, je voulais vous faire voir ça. Puis on comprend mieux maintenant ce que ça faisait que d'avoir un mort dans une commune, parce qu'en fin de compte, c'était la commune, c'était le canton qui était touché. Voilà, et puis c'est en parlant avec Pierre qu'on avait parlé de ça. Maintenant, un article
un article paru dans la Nouvelle République. Alors ça, c'est mon cousin Yves là, qui m'a filé ça. Je l'ai un petit peu retravaillé. Ça donne bien, hein. Bon, enfin, heureusement, il m'avait donné la photo quand même. Hein. Parce que j'aurais pas réussi à récupérer la photo. Hein. Donc voilà la photo. Alors ça, je prenne mes petites notes quand même. Hein. Donc la date de l'article est estimée, d'après les enfants présents, au printemps 1980. Il faudrait que je fasse des recherches pour trouver précisément le journal pour avoir la date. Donc on a un petit peu de nom là, pour cette photo. Je vais vous lire l'article. Dimanche à 10h, à la mairie de Murel-Ferron, au cours d'une cérémonie présidée par monsieur Mermet. Il est ici. Sous-préfet, entouré de messieurs Touzé, sénateur, Joly, conseiller général, Gourdin, maire, les membres du conseil municipal et de nombreux maires du canton, 5 habitants de la localité étaient honorés et recevaient la récompense de leur mérite. Madame Jeannot-Perrin, ici, née Guignard-Yvette, mère de 5 enfants, recevait des mains de monsieur Mermet la médaille de bronze de la famille française. Messieurs Gautron Octave et Perrin Albert, alors que je ne me trompe pas, un ici et un ici. La médaille d'honneur du travail agricole, monsieur Dolidier, Bernard, ici, recevait le diplôme de la médaille du travail. Employé à Girogne, cette médaille lui avait été remise à l'établissement. Enfin, monsieur Jean Portrait, alors que je ne me trompe pas, il me semble que c'est lui. Non? Ici, pardon, autant pour moi. Non. Oui, il est là. C'est bien, vous suivez. Employé d'entretien de la voie publique de la commune, était louangé à l'occasion de son départ en retraite après 39 ans d'activité. Monsieur Gourdin, après avoir accueilli personnalité invitée, s'attachait particulièrement à féliciter Monsieur Portrait pour ses bons et longs services et pour le souci qu'il a toujours démontré d'un travail bien fait. Messieurs Touzé et Joly félicitaient les récipiendaires et soulignaient les mérites de messieurs Gautron et Perrin, enfants de Murel-Ferron, de modestes origines, mis très jeunes au travail de la terre, pour leur fidélité au travail et à leur employeur. Le premier pendant 55 ans au service de monsieur Goyon, le second pendant 50 ans au service de monsieur Châtelu. Il félicitait monsieur Dolidier, lui aussi excellent et consciencieux travailleur, et madame Yvette Perrin, dont monsieur Joly rappelait qu'elle était née à Saint-Gauthier et qu'avec son mari, originaire de Murel-Ferron, ils étaient toujours demeurés fidèles au terroir natal. Une mère méritante qui avait su donner une bonne éducation à ses 5 enfants. Alors juste comme ça, pour information, voici la médaille d'honneur agricole. Donc, Albert Perrin a reçu celle, si on regarde bien attentivement la photo, on arrive à découvrir quelle médaille ils avaient. A eu celle de vermeil. Donc celle-ci, on le voit parce qu'il n'y a que la rosette. On n'a pas la palme, on n'a pas la couronne de laurier. Alors que Octave Gautron a reçu celle de Grand Or. On distingue très, très clairement la couronne de laurier de laurier sur la photo. Bernard Dolidier a eu la version argent de la médaille du travail. Celle-ci. On voit bien, il n'y a pas la rosette. Et ça, ça c'est la médaille de bronze de la famille française, reçue par Yvette Guignard, l'épouse de Jeannot Perrin. Voilà, donc il faut savoir que cette médaille a été instituée après la Première Guerre mondiale pour inciter les familles à repeupler un petit peu la France, puisqu'on avait perdu quand même beaucoup d'enfants. Et cette médaille s'accompagnait d'un diplôme. En voici un exemplaire, celui-ci date de 1937.
et il me tient fortement à cœur puisque il faisait partie des fameux diplômes que j'ai trouvés. Dans le grenier, il y avait 24 diplômes de mort pour la France, et il y avait ce diplôme qui traînait. Et c'est celui de mon arrière-arrière-grand-mère, qui lui avait jamais été remis. Voilà, ça c'est le décret au journal officiel qui donne qui donne la médaille de bronze à Grimaud François Noël. Donc on met toujours le nom du mari. Hein. C'est lui qui reçoit. Et après on rajoute Né Berroyer Philomène. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, Anurel-Ferron, 7 enfants. La même chose était parue dans l'Indépendant du Berry, en date du 13 août 1937. Et, c'est un copier-coller. Hein. Et les voici en photo. Les voici en photo. Photo prise lors d'un mariage, j'ai la photo du mariage. Et il s'avère qu'en fin de compte, c'est cette photo qui a servi à faire leur portrait en porcelaine qui orne leur tombe dans le cimetière de Muret. Voilà, donc on va changer complètement de sujet. Voici des armes. Alors, d'azur à la pelle d'argent, soutenu d'un lion et d'un griffon affronté, d'or, l'empassé et armé de gueules, au chef de sable, embastillé de 3 créneaux. C'est sympa quand on lit bien. Alors ça, c'est les armes de la famille de Rachepelle. Alors, de Rachepelle, je vais vous dire un petit peu qui c'était, parce que je vais vous parler d'un Étienne de Rachepelle. Mais pour vous parler de Étienne de Rachepelle, il faut d'abord que je commence par vous parler d'Étienne de Rachepelle. Parce qu'à l'époque, le père et le fils avaient souvent, on donnait souvent le prénom du père au fils. Donc Étienne de Rachepelle, père, est né le 27 décembre 1752 à Chittré, et il est le fils de Charles-François de Rachepelle, seigneur de la Grange-Berton, et de Marie-Anne de Boislinard, qui, elle, descend de Jean de Boislinard, c'était la fille de Jean de Boislinard, seigneur de Melle. Alors, voici les armes de la famille de Boislinard. Ah, c'est un peu plus simple. Hein. D'argent, aux chaînes de sinople, à la bordure engrêlée de gueule. Alors le gueule, là, quand on dit de gueule, c'est la couleur, c'est le rouge. Le sinople, c'est le vert. Hein. Et d'argent, c'est le blanc, c'est la couleur argent. Alors, ce fameux Étienne de Rachepelle, il était seigneur de la Forge. Il épouse, en septembre 1784, Louise Angélique de Coigne, fils de Louis-Aimé de Coigne, chevalier et officier d'infanterie. Ils ont eu 7 enfants. Issus de la noblesse locale, ils sont passés la Révolution sans encombre, ils ont juste perdu leurs particules. Avant, on parlait de Étienne de Rachepelle, après, on parlait de Étienne Rachepelle. Et Étienne Rachepelle, père, ça a été tout simplement le premier maire de Nurel-Ferron. Il devient maire en novembre 1792 et juge de paix pour le canton de Saint-Gauthier. Et dans la fratrie donc, des 7 enfants, le 5e et 3e et dernier fils, c'est Étienne, donc forcément, 2e du nom. Il voit le jour le 15 mars 1794, année où ses 2 grands frères, entre guillemets, parce qu'ils sont morts jeunes, décèdent. Donc c'est le seul fils qui a réussi à vivre au-delà de 20 ans. Il entre à Saint-Cyr en 1812. Il en sort en août 1813 avec le grade de sous-lieutenant. Donc là, vous voyez la représentation d'un sous-lieutenant en 1813. Hein. Et il part avec le 26e régiment d'infanterie légère combattre en Allemagne. Bon, il est fait prisonnier le 16 octobre 1813 à Leipzig, lors de la bataille des Nations, qui fut la plus grande confrontation des guerres napoléoniennes et qui voit la défaite de l'empereur. S'en suivra l'invasion de la France, l'abdication de Napoléon Ier et la chute de l'Empire. Jeune officier, il rentre de captivité en juillet 1814 et revient s'installer à Nurel-Ferron. Il ne participe pas aux 100 jours avec l'empereur, mais reprend l'uniforme en 1816, au service cette fois du roi Louis XVIII, en intégrant la Légion de l'Indre
avec le même grade. Il est promu capitaine et il épouse, à l'âge de 31 ans, à Murel-Ferron, le 2 mars 1829, Louise Joséphine Delage. Alors Delage en un seul mot, hein, puisqu'il existe des familles Delage séparées. Qui n'est autre que sa nièce de 16 ans. C'est la fille de sa sœur, Marie-Émilie Rachepel et d'Antoine-Joseph Delage de Bordesoulle. Mais les obligations militaires le rappellent et il part pour l'Algérie. Il débarque le 14 juin 1830 sur la presqu'île de Sidi Fraiche. Je suis désolé pour la prononciation, pas sûr. Hein. Aujourd'hui, Sidi Fraiche. Et le corps expéditionnaire a pour mission de prendre Alger, première étape dans la conquête de l'Algérie. Le 25 juin 1830, le capitaine Rachepel est touché d'une balle au front. Transporté auprès du personnel médical, on retrouve sa trace dans la correspondance de Paul Rénal, intendant de l'armée d'Afrique de 1830, attaché au quartier général. Dans un courrier du 28 juin 1830, il écrit « Chargé ici d'une besogne honorable mais triste, la surveillance de l'hôpital général. Il s'y trouvait hier un grand nombre de blessés, parmi lesquels j'ai eu la douleur de reconnaître un de mes camarades de lycée, Rachepel, frappé d'une balle à la tête. Il vit encore, mais les médecins n'ont pas d'espérance. Il me faut néanmoins parler avec précaution de cet événement, parce qu'il s'est marié cet hiver avec une jeune fille de Saint-Gauthier. » Le 1er juillet, il rajoute « Le pauvre Rachepel, 4e ou 9e léger, mon ancien camarade de collège a reçu une balle dans la tête, et il est depuis plusieurs jours dans un tel état que nous n'attendons que sa mort. » Et le 5, il rajoute « Le pauvre Rachepel vit encore, mais nous n'avons pas d'espoir. » C'est malheureusement ce même jour qu'il décède à l'hôpital numéro 1 d'Afrique des suites de sa blessure reçue au front. Mort en faisant son devoir sous les couleurs de la France, que le général en chef venait de hisser sur la ville blanche. Voilà donc Étienne Rachepel, mort pour la France en 1830. Un petit parcours. Maintenant, on va parler un petit peu des écoles. Certains ont sûrement connu ce petit panneau. Hein. Très belle photo, je trouve. Qui d'ailleurs est de ta collection. Oui, oui. Les écoles de Murel-Ferron. Donc voici le cadastre un petit peu modifié par mes soins. Et on va faire un petit repère chronologique. En 1840, la municipalité achète un bâtiment pour en faire une école et une maison commune. La maison commune, c'est l'ancienne appellation de la mairie, hein, dont la localisation n'est pas connue. Ça, il faut que je continue à faire des recherches. Je ne sais pas où était la première mairie de Murel-Ferron. En 1875, construction d'une nouvelle mairie-école derrière l'église afin de remplacer la précédente devenue insalubre. Donc, c'est marqué là-haut, en vert, voilà. Donc, la seconde mairie et la partie école derrière, 1875. En 1889, on ouvre une deuxième école destinée aux filles. Du coup, la première sera réservée aux garçons. Ce bâtiment accueille de nos jours la seule école restant dans le village. Donc, voilà. 1889, nouvelle école. En 1904, et là, ça fait du bruit dans le canton, la municipalité fait creuser un puits mitoyen aux écoles et construire une cantine. Il faut savoir, et on a une lettre de l'instituteur de l'époque, que Murel-Ferron a été la première commune du canton à avoir une cantine. L'instituteur l'explique bien dans cette lettre, c'est que la commune étant tellement étendue, les élèves ne peuvent pas rentrer tous chez eux pour manger le midi. Ceux qui sont du bourg rentrent sans problème, mais les autres sont obligés de manger dans la classe l'hiver et dehors quand il fait beau. Et donc on décide de construire une cantine, et c'est révolutionnaire pour la région à l'époque. Et après, les autres communes suivront. Donc ça, c'était en 1904. Elle est inaugurée précisément le 22 mars 1908. En 1911, on inaugure un nouveau bâtiment, qui est la mairie actuelle, celle-ci. À ce moment-là, l'ancienne école de garçons est transférée dans le nouveau bâtiment, et l'école de garçons devient l'école enfantine. On a, à l'époque, 3 écoles.
En 1939, aménagement à un terrain de sport face à la maison du garde, juste à côté. En 1945, on instaure la mixité dans les écoles de Nurel-Ferron afin d'avoir des classes un peu plus homogènes. Parce que c'est vrai qu'avant, on n'avait que des garçons ou que des filles, mais de tous âges. En 1961, faute de fréquentation, l'école de filles ferme. Il ne reste plus que 2 écoles. Donc là, on ferme ici. On est en 61. En 62, on se dit que, en fin de compte, celle qu'on a fermée, elle n'était pas si mal que ça. Et on transfère cette école dans celle-ci. Elle est plus grande, elle est moins insalubre, et en plus, elle a une cour qui est bétonnée. Goudronnée, pardon. En 1978, pour la rentrée de septembre, on n'a que 22 élèves inscrits pour un minimum de 24. L'académie décide la fermeture d'une des 2 écoles de la commune. C'est l'école enfantine qui disparaît. Donc là, plus du tout d'élèves de ce côté-là. Les seuls élèves qui restent sont ici. En 1984, création du RPI, regroupement pédagogique intercommunal, entre Nurel-Ferron et la Pérouille. En 2001, le bâtiment qui accueillait autrefois la cantine, qu'on voit ici, donc, est réaffecté à cet usage, remis aux normes, parce qu'il faut savoir qu'avant, depuis les années 90, les élèves mangeaient d'abord au gîte et ensuite à la salle des fêtes où on est. Et en 2010, l'ancienne école de filles est réaffectée à l'usage de l'enseignement et accueille désormais les élèves. L'école de garçons inutilisée depuis est devenue la salle polyvalente. Voilà. Ici. La partie ici. Ça vous rappelle quelques souvenirs pour certains? Alors je vais vous présenter quelques photos. Donc voilà les bâtiments. Donc la première mairie-école, avant transformation. Et après réaménagement. Voici. Voilà la deuxième. Donc là le logement, le côté école. Et maintenant, la cantine. Une carte postale qui représente la mairie actuelle. Voilà. Un peu plus contemporain. Et puis quelques photos de classe, histoire 2. Alors ça, c'est la plus ancienne qu'on ait pour l'instant. Donc, avis aux amateurs. Si vous avez dans vos collections des photos, on est intéressé. Donc là, on est à 1895. Donc là, on n'a que 2 personnes identifiées dessus. L'instituteur, qui est Émile Gatté. Et au 2e rang, ici, Augustin Torcé. Donc celle-là, vous l'avez vue tout à l'heure avec Pierre, 1902. On a 2 personnes identifiées. La grand-mère. Voilà. Et puis la mère de Léon, qui est, que je ne me trompe pas, ici. Elle est née en 1892, vous dites? Je pense, oui. Oui, oui. Ouais, c'est possible. Je dois avoir ça dans mes... Oui, oui. Genre les chats, oui. Merci. 1926. Donc, je vais les passer... Donc là, une première photo de 1926. Une deuxième photo de 1926. Commencez à reconnaître quelques visages. « 1944. Je crois que lui, je te reconnais encore. Avec Madame de Rance. D'ailleurs, pour information, on avait fait une petite exposition sur les photos de classe. Et quand j'avais fait la partie sur Nurel-Ferron, j'avais exposé
quelques documents, quelques cahiers que j'avais récupérés qui appartenaient à Madame de Rance. On m'a donné pas mal de cahiers de Madame de Rance. Une photo de 1947, on va pas passer tous les noms parce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse une conférence rien que pour ça. Je pense que ça intéresserait. Donc là, 1947, l'instituteur c'est Monsieur Desbois. Hein. Il y a Roselyne qui est sur la photo. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être se reconnaître hein, sur les photos qu'on va passer. Ça réagit. Une photo que j'aime particulièrement, 1954, parce que y a deux classes réunies avec les deux institutrices. On retrouve Madame de Rance hein, et Madame Lavergne. Donc là c'est sympa parce qu'on a beaucoup de personnes sur la photo. Il y en a un qui est au milieu là. Et l'avantage, c'est que en ayant une deuxième photo de 1954, on a les trois classes de 1954. Ma cousine Danielle. Hein, ma cousine Danielle. Non, plus sur la blague. Ah, c'est plus sur la blague. Ma cousine Danielle et sa sœur Françoise. Et Michel Bertia à côté. Alors là, j'ai tous les noms. Hein, si, Non. Ouais. Madame et Madame. Peut-être qu'un soir, qu'on fasse une conférence, rien que sur les photos de classe. Je pense que ça intéressera. Quand on voit déjà le succès remporté par l'expo. Donc avec cette deuxième photo, je disais, on a tous les élèves de 1954 en photo, puisqu'on a deux classes sur une et une classe sur l'autre. La même chose pour 1961. 1961, on a les trois classes différentes. Une première classe, Madame Mardel. Elle n'est pas restée longtemps, hein. C'est la seule année qu'elle a faite. Hein. Donc elle, c'était l'école de filles. Ici, Madame Regnault, qui elle était à l'école enfantine. Alors on garde les appellations école de garçons, école de filles, école enfantine, même si tout est mélangé. Enfin, pas l'enfantine, mais... Et ici, c'est la classe de Monsieur Villeray. Donc on a également les trois classes de 1961. Alors pour les... Oui, trois classes, ouais. Alors pour les photos d'école, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on va avoir une période où on a quasiment toutes les photos, et après on va rester pendant 15 ans sans avoir aucune photo. Donc si quelqu'un a des photos de classe, n'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse compléter, hein, ça serait bien. On progresse dans le temps. On arrive à 1986 avec Monsieur Rémy. Pas énormément d'élèves, hein. On remonte encore de 10 ans, 1996. Alors là, c'est la photo du RPI. On a les deux classes. On a Nurel-Ferron et on a la Pérouille avec les deux instituteurs de l'époque. Pourquoi toutes les 6 jeunes? Vous aurez remarqué, bien entendu, ici c'est Monsieur le maire. Hein. Et alors on reste sur la même année, 1996, mais bizarrement les élèves ont un petit peu vieilli, puisqu'on a une rencontre d'anciens.
Voilà, rassemblement des anciens de l'école de Nuremberg organisé en 1996. Il y a un petit peu de tout, je pense. Hein, c'est toi qui avais organisé Pas une classe en particulier d'une année. Hein, il y avait un peu de tout. Hein, il y a un peu de tout en âge en classe. Oui, il y a un peu de tout en classe. Hein. Oui. On va changer de sujet, même si ça fait beaucoup réagir. Je savais que tu allais avec le tabac. Oui, non mais les photos de classe, en principe, ça. Alors quand on a préparé la cérémonie 2014, eh ben, on a fouillé un petit peu dans le grenier, on a retrouvé des drapeaux de conscrits. On en a quelques-uns, donc on va vous les présenter quand même. Hein. Donc là, c'est le drapeau de 1896. Donc voici la deuxième face avec le nom des conscrits de l'époque. Hein. Louis Locher, Henri-Félix Portrait, Jean-Louis Berthommier, Eugène Anatole Bayarja, Auguste Mériot, Alexandre Raoul Constantin Porcheron, Léon Victor Bouteau, on passe ensuite à 1904. Donc il est un petit peu plus esquinté, on a récupéré la partie blanche du drapeau, le bleu et le rouge étant très abîmés. Mais bon, c'est surtout ces parties-là qui sont essentielles. Encore une belle allégorie, hein. Et puis là on a encore la liste, hein. Baudet, Berthommier, Damblanc, Giraud 2 fois, Gautron 2 fois, Jacquet, Lardot, Merlot, Poitrenaud, Véron. Si certains sont intéressés, hein, n'hésitez pas à venir me voir après. J'ai identifié les noms. Si certains sont intéressés par les photos, je peux les fournir. Encore un beau, et en plus, vous pourrez remarquer, c'est peut-être pas très visible pour tout le monde, mais ici on a le nom de celui qui l'a fait. Hein. Oui, c'est ça, ouais, parce que c'est peint, hein, c'est des drapeaux qui sont peints. Donc c'est Sageret à Saint-Gauthier. Hein. Et voici le côté des noms, 1908, Brunet, Blondet, Mériot, Marandon, Moret, Torcé. Oui, en plus, ils ont été, pour qu'on puisse les présenter, ils ont été un petit peu restaurés par une personne de la commune, hein, une fois de plus, merci, hein, qui est présente d'ailleurs. Hein. Voilà, classe 1909. Berroyer, Berthommier, Cotinière, Delotier, Giraud, Grimaud, Guignedoux, Perrin, Feignon. Alors, vous allez pouvoir regarder l'allégorie, puisque c'est quasiment la même que pour le dernier qu'on a, de 1911. La petite différence, c'est surtout au niveau de la décoration du char, hein, que ça change. Ah, voilà. Voilà, ouais, c'est quasiment la même. Et là, on a encore des noms, là, hein, Clailly, Brunet, Lardot, Labbé. Alors, Labbé, c'est Labelle, en fin de compte. Hein. Moret, Nicolas, Pinson, Pornet. Alors, ce drapeau-là a plusieurs morts pour la France. Hein. Donc voilà les drapeaux qu'on a récupérés, qui sont magnifiques. Hein. Franchement, c'est très très beau. Et puisqu'on parle de conscrits, on va regarder quelques petites photos de conscrits, c'est sympa aussi. Donc là, on est sur la classe 1928. Alors ça, c'est une photo qui est parue dans le petit bouquin Saint-Gauthier et ses environs. Les personnages les personnes dessus sont pas identifiées, mais on arrive à lire les noms sur le drapeau. Je sais par exemple que par déduction, avec les enfants de Noël Ferron qui sont nés en 1908, on a Ernest Beurier, Edmond Bouchot, Raymond Franier, Gaston Friquet,
Joseph Gautron, Eugène Giraudon. Ensuite, il y a une ligne qui est cachée, mais c'est probablement, puisqu'en plus ils sont par ordre alphabétique, ça permet de bien faciliter le travail de recherche. Gaston Guillaume, et ensuite Alfred Lavergne. Vu qu'ils sont... on a un dé également qui pourrait être celui de Désiré Maillard, et il en manque un 10e nom. Alors ça pourrait être Marteau, Perrin, Pro, Samuso. Donc si... Là par contre je suis intéressé, si certains arrivent à en reconnaître, venez me voir après, que je puisse mettre un nom sur un visage. Des belles photos. Ça c'est la classe 1930. Donc là on a Joseph Portrait, Roger Pro, Paul Baronnet. On a 3 interrogations. Classe 1933. Avec le maire en photo. Oui, ils sont nombreux. D'ailleurs, on va voir les années suivantes. Après, souvent, il y a 2 promos. Ouais. Non, pas du tout. Si quelqu'un a une idée aussi pour le lieu, effectivement. Je voulais. Est-ce que. Je m'adresse à notre famille là. Est-ce que c'est Gaston Pro? Ah oui. On dirait son frère. Je pense que c'est Gaston Pro. Non, Polyte, peut-être son frère. Parce qu'ils se ressemblent énormément. D'accord. Noterez tout ça après. Merci. 1934, alors comme on disait, 1933 ils sont nombreux, donc 1934, bah, du coup j'ai 2 photos avec des différents. Avec Eugène Brunet, le musicien. Et tout à l'heure, celui que je vois bien, c'est le beau-père de Roger Désiré, donc le père de Solange. Jacques dit Paul Brunet. Oui, le petit Paul. Qui habitait la maison de Gare. C'est bon, j'ai juste. Donc, une première partie de la classe 1934. Et voilà la deuxième partie. Et 1934. On a mis Feignot. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bien. C'est bien d'avoir des... Hein. C'est des gens précieux. Hein. Ah oui, oui. Une belle photo également. Classe 1939. Ça réagit, hein. Avec Alfred et Louis Désiré. Alors dans l'ordre, hein. Henri Brunet. Ouais, Alfred Désiré, Henri Brunet, Georges Demigné et Louis Désiré. On est en 39, on passe à 1950. Donc là c'est pareil, il y en a certains qui sont sur la photo qui sont présents. Hein. D'ailleurs celui qui m'a donné la photo est présent ici. Hein. Alors Gilbert Verroyer, dans l'ordre, hein, de gauche à droite. Gilbert Verroyer, Roland Branson, Robert Lardot, Jean-Marie Goubeau, Maurice Gourdin, Bernard Lhuillier, Marcel Labelle et Raymond Labelle. Et il est là. Et maintenant, les conscrits de la classe 1952. J'ai pas les noms des 2 derniers. A priori, donc, le premier, ce serait Gérard Dezay, Michel Perrin, Albert Rioté,
Bernard Gautron, c'est lui qui m'a donné les noms. Bernard Villain et Jean Mantonnier. Mais ils étaient présents à Muret. Voilà. Non, mais oui. C'est ça. C'est tous ceux qui étaient en âge de faire le service et qui habitaient à Muret-le-Ferron. Maintenant, je vais vous parler de ce monsieur. Ça, c'est Ernest Feignon. Alors, il est né le 1er décembre 1884 à La Pérouille. Et on le voit ici en photo au 16e bataillon d'artillerie à pied de Lyon. Photo prise pendant son service militaire. Donc, c'est entre octobre 1905 et juillet 1907, puisque en juillet 1907, il passe brigadier. Or, il n'y a pas de galon de brigadier, donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir à peu près la date de la photo. Alors, j'ai récupéré cette photo lorsque j'ai fait des recherches sur les mers. C'est pas la seule d'ailleurs. Et du coup, ayant après travaillé sur 14-18, je me suis dit, tiens, on va faire le parcours de quelques personnes. Donc j'ai fait son parcours puisque j'avais quelques photos sympathiques. Et donc, je vais vous donner un petit peu son parcours vite fait. Mobilisé le 4 août 1914, avec le grade de maréchal des logis, il combat sur le sol français et en Italie pendant tout le conflit. Il ne sera renvoyé auprès de ses proches que le 26 mars 1919, en se retirant à la Maison Dieu attendue. Pour ses faits de guerre, il est décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze suite à sa citation alors du 73e régiment d'artillerie lourde, le 21 septembre 1917, avec ce texte: sous-officier très dévoué et très énergique, en toutes circonstances, a toujours commandé sa pièce avec un sang-froid admirable et en a obtenu le meilleur rendement. Et il a obtenu également cette médaille qui s'appelle la Fatige di Guerra. Alors c'est une décoration italienne assez rare pour un combattant français. Ça veut dire... on pourrait le traduire en fatigue de guerre, non, enfin, en fin de compte, c'est l'effort de guerre. Certains soldats français qui ont effectivement combattu en Italie ont pu recevoir cette médaille. Mais ce qui était intéressant, c'est cette photo où on le voit avec sa batterie, la 7e batterie du 11e régiment d'artillerie à pied. Donc j'ai posté cette photo sur internet, sur un forum où je vais beaucoup et qui est fréquenté par des spécialistes très très pointus. Et il y a un monsieur qui m'a répondu quasiment tout de suite en me disant: mais je connais cette photo, elle a été prise par mon grand-père. Ah, et alors du coup, il m'a donné plein de précisions. Je sais que c'est un mortier de 370 Fillou, que ça a été pris lors de l'offensive de Champagne entre Virginie et Wargeux-Moulin-Hurlus, dans la Marne, en septembre-octobre 1915. Et effectivement, Ernest appartenait à cette batterie à cette période-là. Voilà, donc c'est Michel Delannoy, mon correspondant, petit-fils du photographe, le capitaine Longuet du 3e régiment d'artillerie à pied qui m'a identifié et qui m'a envoyé l'original. Voilà le scan qu'il a fait de la plaque de verre de la photo d'origine. Et si on regarde bien, voilà, ici c'est marqué qu'il y a eu 20 tirages de cette photo, dont un pour Ernest Feignon. Donc a priori, sur la photo, il serait ici. Voilà. Alors, cultivateur de profession et conseiller municipal depuis 1935, il est élu maire de Muret-le-Ferron le 5 novembre 1944. Il n'exerce son mandat que 6 mois, battu aux élections suivantes, le 19 mai 1945, lors du premier scrutin municipal après la Libération. Instaurée par Charles de Gaulle, cette élection voit les femmes voter pour la première fois. Il reste néanmoins conseiller municipal jusqu'à son décès, le 12 février 1953, à l'âge de 68 ans. Une petite photo encore, section des prisonniers 1946.
on a de gauche à droite, hein. Le premier n'est pas identifié, là derrière. Ensuite, on a Gaston Baronnet, non identifié, le grand, là. Paul Brunet. Marcel Laverne. Marcel Laverne. Ah, merci. On a invité Lulu à dîner au troisième. Oui, oui. Mais Lulu, elle est très précieuse. Paul Brunet, Albert Désiré, donc, qui était le chauffeur du bus. Chauffeur du car. Voilà. Jules Talbot, Georges Miot, Roger Perraguin, Camille Baronnet, et le dernier, pareil, j'ai pas de nom. Le dernier au lieu de Camille. On regardera ça à la fin. C'est toujours. Et pour finir, je vais vous présenter quelques photos. Alors, j'ai pas travaillé dessus du tout, mais c'est histoire de terminer sur quelques photos. Une que je trouve magnifique. Ah oui, non. Oui, c'était la loge, c'est vrai. J'avais oublié de parler de la loge. Que je retrouve mon commentaire que j'avais préparé tout à l'heure. Il est là. Oui, c'est vrai, la loge. Donc, dans le journal Le Gaulois du 18 juin 1896, on a cette publicité qui paraît, qui dit que la propriété de la loge à Nurel-Ferron, Minier et Méobec, d'une superficie d'environ 432 hectares, est en vente. On précise même qu'il s'agit d'une belle chasse. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, le manoir de la loge n'existe pas encore. Donc, suite à cette vente, le 4 juillet 1896, Francis Laquiante, professeur d'histoire naturelle, acquiert le domaine de la succession de sa grand-tante, mademoiselle Constance Fourcade de Goumance, pour la somme de 160 000 francs. Alors ça, c'est en juillet. Malheureusement, le 9 décembre suivant, il décède, et c'est son frère, Paul, qui en hérite. Le nouveau propriétaire, donc, décide d'y faire ériger un bâtiment, et c'est donc Alfred Trollier qui, en 1900, érige la partie principale du bâtiment. La tour carrée, elle, n'est ajoutée que l'année suivante. Alors cette carte postale date d'avant 1920. Tout simplement parce que voilà, on a le Porsche béton. Début 1905, un contrat de vente est signé entre monsieur et madame de Hillerin de Chièvre et Paul Laquiante pour la somme de 300 000 francs. Donc Georges de Hillerin, vicomte, dont on peut voir les armoiries, de gueule aux 3 quintefeuilles d'argent. Donc il l'acquiert en 1905 et il meurt en 1912. Ses héritiers vendent la propriété à la famille Goyon. Non, famille Goyon. J'ai l'acte de vente. Quelle année? Le 28 juillet 1919. Non, j'ai rencontré la propriétaire actuelle qui m'a fourni tous les documents. Ça a bien été vendu à la famille Goyon par les héritiers de Hillerin. C'était le gendre d'Isidore Rodet des Terrains qui a construit la maison où habite aujourd'hui Maître Barbier. Oui. Donc le 28 juillet 1919, devant Maître Nogrette à Saint-Gauthier. L'acte nous désigne les biens de cette façon. La terre de la loge, située commune de Nurel-Ferron et par extension commune de Minier et de Méobec, d'une contenance d'environ 400 hectares, comprend, et c'est bien marqué sur l'acte, le château de la loge, construit en 1901, composé d'un principal corps de bâtiment et d'un pavillon à l'extrémité ouest de ce bâtiment, comprenant au rez-de-chaussée cuisine, laverie, office, water closet, bibliothèque, salon, salle à manger, bureau, au premier étage 5 chambres et 2 cabinets, véranda, terrasse et salle de bain, grenier avec chambre mansardée au-dessus,
couvert en ardoise. En sous-sol, une buanderie et plusieurs caves. La réserve du château, comprenant un corps de bâtiment composé d'une maison d'habitation pour le garde, écurie, remise et différentes servitudes dans la cour. Alors à cet inventaire, il faut rajouter différents domaines, comme la loge, Malifrate, Bayali, Bogu, 5 étangs, la loge, Rousseau, Bayali, Tissier, La Folie, et de nombreuses parcelles de terre, de prés, de bois, de jardins et autres packages. Un devis du notaire adressé à la famille Goyon en prévision de cette acquisition, daté du 27 décembre 1918, précise que des réparations sont à effectuer au chalet, cette fois on l'appelle chalet, au chalet de la Loge pour la somme de 1664 francs. Donc initialement construit en pierre de taille, le porche d'entrée et le balcon sont lourds et menacent d'entraîner la façade de briques. Alfred Trollier étant décédé, les nouveaux propriétaires font appel à son gendre, Léon Grelier-Trollier, également architecte, pour le remplacer. Ce dernier dessine les plans d'une marquise, voilà, la marquise, et de 5 balcons. Très beau plan qui a été trouvé par une amie de la société d'études dans les archives, aux archives départementales, pardon. Ce dernier dessine donc les plans d'une marquise et de 3 balcons, pardon, j'ai dit 5, en fer forgé qui seront installés en 1920 par l'entreprise Poitrenaud de Saint-Gauthier. C'est pour ça qu'on sait que la carte postale d'avant date d'avant, puisque en 1920, on obtient donc ceci. Voilà. Et donc Émile Goyon décède à Nouvelle-Ferron dans sa propriété de la Loge le 3 décembre 1927 à l'âge de 66 ans. J'ai dit quoi? J'ai pas dit oui. J'ai cru que j'avais dit. Aujourd'hui, la bâtisse qui fut appelée château, pavillon ou chalet est connue sous le terme de manoir de la Loge. Elle est toujours la propriété de la famille Goyon avec Madame Charmont. Petite fille d'Émile, elle accueille des chambres d'hôtes. Et donc, on finit par quelques petites photos. Alors ça, j'ai pas travaillé du tout, je ne sais pas du tout de quand elle date, je ne sais pas qui il y a dessus, mais je sais qu'on peut travailler dessus, il n'y a aucun problème, il y a des gens qui vont se reconnaître. Un rassemblement de Saint-Blaise. Très belle photo, beaucoup de monde dessus. On peut remarquer que les demoiselles d'honneur ont bien les écharpes. Bon, maintenant je vais commencer à travailler dessus, je pense qu'il va y avoir matière, je pense qu'il y a du monde qui va pouvoir m'aider. Alors je vais en passer une deuxième, qui date de la même journée, et qui est prise cette fois sur le perron de la mairie. Voilà, on retrouve les demoiselles d'honneur. C'est bien les photos. On va avancer beaucoup dans le temps, puisqu'on arrive vers 1988-1989. C'est pareil, je n'ai pas vraiment cherché exactement. L'inauguration de la salle des fêtes où nous nous trouvons. 92 ? Ah, merci. J'ai pas encore. Je les ai mis comme ça, mais j'ai pas. Donc on peut y voir le maire, Maurice Bourdin, en compagnie a priori de Jean-Paul Chandelier, François Gerbeau et Daniel Bernardet. Donc ça c'est l'inauguration, la coupure du ruban, et maintenant les discours avant le vin d'honneur. C'est juste là. C'est ici. Et puis 3 photos. Une première photo, donc je ne sais rien, donc si vous avez des informations, je suis preneur. Mais il va falloir qu'on travaille là-dessus. C'est le temps qui manque, c'est le temps. Il faut absolument que mon patron il m'empêche de venir bosser.
Oui, moi je pense que c'est un Hollandais. Une deuxième photo, voilà, pareil. Alors ça pourrait, je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin, je sais pas, ça pourrait être, pourquoi pas, le bâtiment de la ferme du Bourg. Hein? C'est ce qui pourrait être. Et une dernière. Oui, oui, là, non, non, absolument rien. Juste que c'est Roger qui m'a donné les photos, mais je ne sais pas. Roger Vizéré. Mais j'ai pas encore eu le temps de travailler dessus, mais c'était histoire de présenter quelques photos. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des photos sur la commune, sur les habitants de la commune, pensez à nous. Ouais, voilà, on a été quand même assez bavard. On vous remercie d'avoir été patient.